Vous écoutez l'épisode 4 en toute liberté avec Vicky. Aujourd'hui, on monte au sommet avec Richard Giguère, brigadier général à la retraite de l'Armée canadienne au sein du Royal 22e Régiment. En toute liberté, ça nous permet d'aborder librement les questions de culture organisationnelle, de modèles de gestion axés sur la confiance et de sujets percutants tels que l'ego, le contrôle, les peurs, l'intelligence collective et bien plus encore. En toute liberté, c'est aller au fond des choses pour sortir de nos zones de confort et expérimenter de nouveaux angles pour qu'une petite transformation s'opère. Comme personne, agent de transformation ou comme gestionnaire, je veux t'aider à te propulser vers des sommets qui te transforment. Merci d'entrer dans mon monde de liberté. As-tu rêvé un jour d'être au sommet? Au sommet d'une montagne, au sommet d'une pyramide, d'une entreprise? Quelle satisfaction y recherchais-tu exactement? As-tu réussi à gravir les plus hauts sommets? Peut-être que oui, peut-être que non. Pour ma part, en début de carrière, j'aspirais beaucoup à devenir DRH, une directrice des ressources humaines. En toute transparence, j'étais vraiment très ambitieuse et compétitive en début de carrière. Mais aujourd'hui, quand j'y pense, ce que j'avais, c'était un paradigme que ça me donnerait plus de hauteur, plus de valeur. En fait, moi, dans mon adolescence, ça a été très perturbant. J'ai vécu toutes sortes de défis qui sont venus brimer ma confiance en moi. Alors, je portais ces blessures-là et rendue à l'âge adulte, à l'âge jeune adulte, souvent, je me sentais bien petite. Alors, moi, je pensais que d'être en haut, ça me ferait grandir, ça me donnerait de la hauteur. Mais en fait, non, ça n'a rien changé. Bien que j'avais des privilèges plus intéressants que les autres, je suis restée la même, puis j'ai réalisé que c'était pas par une position que je m'élèverais en hauteur, en grandeur, mais en travaillant sur moi, en me transformant à l'intérieur. C'est un peu ce que je voulais aborder, traiter avec Richard Giguère, un très haut gradé de l'armée, à savoir comment il a vécu son ascension et qu'est-ce que ça a changé dans sa vie ou dans ses relations. Ça fait quelques fois que je fais des entrevues avec Richard. C'est quelqu'un que j'ai côtoyé, que j'apprécie énormément. Et à chaque fois, je sens cette puissance en lui, ce charisme, cette force. Vous allez voir, c'est un être extraordinaire. Et croyez-moi, je l'ai vu à l'œuvre, autant comme conférencier, comme accompagnateur, puis il fait vraiment toujours un grand effet. Je t'invite à rester jusqu'à la fin parce que si en ce moment, on parle de l'armée, ce qui nous vient en tête présentement, c'est l'Afghanistan, ce qui se passe en Afghanistan. Donc, si ça t'interpelle, j'ai pas pu faire autrement que de lui demander comment il vit tout cela. Donc, reste jusqu'à la fin pour savoir comment un ancien brigadier général, qu'est-ce qu'il pense en fait de la situation en Afghanistan. Qu'on met en cage les oiseaux de la terre. Richard Giguère a une feuille de route très chargée et je ne peux faire autrement que de vous lire sa biographie pour pouvoir expliquer tout ce qu'il a fait. Donc, ayant cumulé plus de 35 années d'expérience au sein de l'armée canadienne, Richard Giguère, brigadier général à la retraite, a œuvré dans des milieux opérationnels au Canada et à l'étranger, notamment en Allemagne pour la crise d'Oka, Haïti, Kaboul, Kandahar. Donc, j'ai juste envie de dire, quand je lis ça, plus ça change, plus c'est pareil. Il a commandé le 2e bataillon du Royal 22e Régiment et la Citadelle de Québec, la Force opérationnelle interarmée et le Collège des Forces canadiennes de Toronto, dont la mission était de préparer des hauts dirigeants militaires et civils à relever des défis complexes en matière de défense et de sécurité. Expert en résidence à l'École supérieure d'études internationales de l'Université Laval, il est maintenant professeur associé et formateur à l'ENAP, l'École d'administration publique ici à Québec, et chargé de cours à l'Université du Québec à Chicoutimi. Richard Giguère se spécialise sur des enjeux reliés à la sécurité internationale, à l'administration publique et au management stratégique. Breveté de l'École de guerre de Paris, il détient un baccalauréat avec spécialisation en études militaires et stratégiques du Collège militaire royal de Saint-Jean et un diplôme d'études supérieures spécialisé en études stratégiques de l'Université Sorbonne Paris-Nord. Il siège comme administrateur au Conseil de développement international Desjardins et c'est le président de la Fondation Général Vanier du Royal 22e Régiment qui vient en aide aux militaires actifs et retraités de leur famille et leurs familles. Vous voyez donc que je ne pouvais faire autrement que de lire cette grande feuille de route.
Bonjour Richard, comment ça va dans ton coin de pays? Ben ça va très bien là dans la région du Saguenay, Lac-Saint-Jean là. Belle journée aujourd'hui. Ça commence à sentir l'automne tranquillement pas vite. Alors on profite là, des dernières belles journées pour faire des activités extérieures au maximum. Ah oui, c'était frais ce matin, ça prenait la petite lèvre. Oui. Richard, je suis vraiment contente. Ça faisait un petit bout, je pense presque plus d'un an qu'on ne s'était pas parlé, vu. En tout cas, ça faisait avant la pandémie. Donc, je suis contente qu'on se voit aujourd'hui. Puis je suis contente aussi qu'on parle d'un sujet quand même assez, je vais dire émotif. Je vais me permettre de dire émotif, puis ça s'expliquera tout au long de la discussion. Toi et moi, on s'est rencontrés par un intermédiaire qui nous a mis en commun alors que j'étais au réseau Mallette. Puis, je me souviens d'avoir dîné. Tu nous avais invités, puis finalement, j'étais seule, là, mais tu nous avais invités à aller dîner au mess des officiers. Oui. Super de belles rencontres. Là. J'ai que de bons souvenirs par rapport à cette rencontre-là. Puis, mais il y a quelque chose. Bon, t'es un bon raconteur, tout ça, puis tu m'as raconté plein d'histoires, puis sur le leadership et tout. Mais il y a quelque chose qui m'a interpellée, puis qui m'est encore qui me reste toujours en tête. C'est vraiment là que je veux aller avec toi aujourd'hui, c'est-à-dire la salle où on a dîné. Je me souviens plus comment ça s'appelait, mais je me souviens qu'il y avait des photos sur le mur. Là, je me souviens plus des titres, si c'était juste des brigadiers généraux ou si c'était des généraux ou en tout cas, tu sauras nous le dire, mais je me souviens que tu m'avais raconté rapidement ton histoire, comment tu as gravi dans les échelons de l'armée. En introduction, j'ai présenté ta biographie, puis bon, on voit que tu as une feuille de parcours très, très, très riche, beaucoup de choses qui se sont passées, mais un parcours professionnel dans l'armée qui a été aussi très valorisant, je vais dire ça comme ça. Fait que c'est là que je veux aller avec toi. Je veux un peu comprendre comment s'est passé ce parcours-là pour un soldat qui finalement a gravi les échelons jusqu'à un brigadier général. Fait que, peut-être en quelques minutes, là, je te lancerai l'invitation à nous parler de ton parcours dans l'armée. Ben, écoute, merci pour cette opportunité-là. Là. Je me souviens aussi, c'est la devise du Royal 22e Régiment d'ailleurs. Je me souviens de cette rencontre-là aussi qui a eu lieu à la Citadelle de Québec, justement, qui est la maison mère du Royal 22e Régiment. C'est le régiment qui était ma famille, qui est encore ma famille, hein, mais qui était ma famille militaire pendant plus de 35 ans. On avait lunché au mess des officiers à la Citadelle dans le salon des généraux. Et les images, les photos que tu parlais, en fait, dans le salon des généraux, il y a un mur où on met une photo de tous les officiers qui ont atteint le grade de brigadier général et plus. Et l'ordre des photos, c'est la date à laquelle tu as obtenu ta promotion. Depuis la formation du régiment en 1914. OK. Alors, sont tous là. Et dans l'ordre. Alors, donc, les généraux dans les Forces armées canadiennes, ce sont les cadres dirigeants de l'organisation. Hein. Les Forces canadiennes, c'est une pyramide hiérarchique typique, là, une hiérarchie pyramidale. Le haut de la hiérarchie est occupé par les généraux. Et puis, ça représente à peu près 1% de l'effectif des forces canadiennes qui ont le grade de général. Alors, ça te donne une idée là de comment est pointue cette pyramide-là, là, à peu près 1%. Sur un effectif d'environ combien? Environ 100 000. Alors, il y a à peu près une centaine. Tu sais, grosso modo, là, il y a autour d'une centaine, là, peut-être 100, 115, 120, ça fluctue, là, généraux de tout grade, là, sur un effectif d'à peu près une centaine de mille là, et plus là,
Quand on 1%, inclut les réservistes, les réguliers. Mais si tu permets, je prends juste quelques secondes pour les nommer là, rapidement, les grades, là, parce que moi, je les connais pas par cœur, fait qu'il faut toujours que je m'y réfère. Là. Mais ça commence comme un soldat qui est confirmé, un soldat formé, un caporal-chef, un sergent, un adjudant-maître, un adjudant-chef. Après ça, on rentre dans les élèves officiers, ce que je comprends bien. Puis là, on arrive dans les officiers sous-lieutenant, lieutenant, capitaine, major, lieutenant-colonel, colonel, brigadier général. Là, on est rendu dans les officiers généraux. Brigadier général, major général, lieutenant général et le fameux général dont tu parlais qui représente 1% des effectifs. Fait que en fait, là, le général, à partir de brigadier général, c'est ça qui est le groupe de 1%. OK, c'est les officiers généraux, c'est 1%. C'est ça. Alors, dans la carrière d'un officier, là, c'est assez particulier parce que quand on entre dans les Forces armées canadiennes comme officier, on reçoit une commission d'officiers qui est un document légal là, qui est signé, en fait, là, qui est signé par le gouverneur général qui parle au nom du souverain, de la reine, en ce qui nous concerne, là. Puis qui, dans le fond, ce que ça dit, c'est que la souveraine, par ce document-là, nous donne sa confiance dans le commandement des troupes canadiennes. Alors, c'est un document là très officiel. Alors, tous les officiers des forces canadiennes, on a cette commission d'officiers-là. Et quand on arrive au grade de brigadier général, on a une autre commission différente. Alors, donc, c'est pour marquer la différence un peu que c'est un grade là particulier, spécial. Et évidemment, c'est pas tout le monde qui accepte à ce grade-là. Et c'est pas nécessairement une question c'est pas une question d'ancienneté, là. C'est pas parce que tu es rendu à 25 ans de service qu'on va te promettre général, là. Ça marche pas comme ça. Alors, dans les forces, nos promotions à tous les grades d'ailleurs, sauf le grade de caporal, là, tu parlais tantôt des caporaux. Le grade de caporal, c'est le seul grade automatique qu'on reçoit dans les forces armées après 4 ans, par exemple, de service. Tous les autres grades se donnent au mérite. Okay. Alors, donc c'est comme ça que ça fonctionne. OK. Alors, écoute, pourquoi on atteint le grade de général, pourquoi on ne l'atteint pas au bout d'une carrière de 25-30 ans de service, on pourrait en discuter longtemps. Là. Oui, le rendement est important, mais il y a des choses, parfois, être à la bonne place au bon moment, l'environnement, ça est dépendamment de l'environnement. Parfois, il y a des moments où les compétences de quelqu'un vont mieux cadrer avec ce qu'on a besoin en ce moment là, comme cadre dirigeant. Alors, donc, il y a tous ces facteurs-là. Fait que oui, le rendement, c'en est un, en fait, important, là, mais il y en a d'autres. Et puis, et parfois, il y a des gens qui sont déçus de pas obtenir ce grade-là. J'imagine, 99% des gens l'atteignent pas. Est-ce que, si je me permets de faire l'analogie, en sport, on dit que c'est 40% de talent, 40% de performance, puis 20% de chance. À la lumière de ce que j'entendais, la bonne place au bon moment, pour moi, c'est un peu de la chance. Là. Écoute, moi, j'ai toujours appris des circonstances. Oui, j'ai appris quelque part là, dans mon cheminement que Napoléon, avant de remettre un grade de général à un officier, demandait si cet officier était chanceux. Ah! Alors, là, tu sais, dans notre monde rationnel, là, voyons donc, qu'est-ce que ça vient faire dans les tests psychométriques, là, parce que c'est le même ça marche, à cette heure, on va te faire passer des tests psychométriques. Vous savez, les processus de
de sélection, c'est rendu extrêmement complexe, là. Mais où est la chance dans les tests psychométriques qu'on passe, là, tu sais? Puis quelque part, moi, je dis souvent, parfois un peu à la blague, mais pas tant que ça, c'est que si vous allez dans une bibliothèque militaire, puis vous regardez, là, je coupe les coins ronds un peu, mais vous regardez le rayon des vainqueurs puis le rayon des perdants, là, lors de conflits, parfois, c'est quoi qui fait la différence entre les rayons, là? C'est la chance. Hein, c'est un rayon de soleil qui est apparu, c'est un nuage qui est apparu, c'est une tempête de neige qui s'est déclarée, et voilà. Alors, ça, chance ou destin, peut-être, en tout cas, on ne sait pas. Mais j'aimerais ça qu'on revienne sur ton développement parce que tu as dit des choses, puis en introduction, tantôt, quand on s'est parlé, tu m'as parlé de mots, ambition, tout ça. J'aimerais ça savoir, toi, comment ça s'est passé soldat, caporal, là, tu disais que ça vient de soi, mais qu'est-ce qui fait que tu as gravi les échelons? Pourquoi on est venu te chercher toi? Puis quelles étaient tes ambitions là-dedans? Peut-être une précision, Vicky, là, quand on joint les forces armées au centre de recrutement, il y a 2 programmes d'enrôlement qui sont très différents. Si tu peux entrer comme simple soldat puis gravir les grades des sous-officiers, donc tu vas te rendre jusqu'à adjudant-chef, comme tu dis, là. Ça, c'est... Et tu as le programme des officiers. Donc, c'est deux programmes distincts. Puis vous avez peut-être déjà entendu parler là, des collèges militaires à Saint-Jean, puis les collèges militaires à Kingston. Mm-hmm. Alors, c'est là que les jeunes officiers potentiels vont, parce que les officiers, un peu, dans les forces armées, ce sont les cadres de l'organisation. Donc, c'est 2 programmes d'enrôlement différents. Alors, moi, j'ai joint les forces armées comme officier. Alors, déjà, j'ai commencé, comme tu mentionnais tout à l'heure. OK, tu n'as pas été soldat. Ouais. C'est ça? Non, pas été soldat? Non, au grade d'élève officier. OK. Puis ensuite, second lieutenant, puis lieutenant. OK. Il y en a parfois qui vont joindre comme soldats, puis à un moment donné, dans leur carrière, ils vont basculer chez les officiers, mais c'est pas la majorité. OK. Ben merci. Donc, c'est 2 programmes d'entrée très différents. D'accord. Alors, moi, je suis entré comme dans le programme d'entrée des officiers. Et donc, j'ai fait ma formation de base, là, les bootcamps, là, pour employer un mot à la mode, là, et toute la formation de base pour devenir un officier d'infanterie. Hein, le Royal 22e Régiment, c'est une unité d'infanterie dans les Forces armées canadiennes. Et je me souviens, tu sais, tu parles d'ambition, je me souviens très bien de cette époque-là, quand on a terminé. Écoute, là, je te ramène, écoute, c'est un autre millénaire, là. Uh-huh. On parle de 1980. Hein? Alors, donc, et là, tu sais, on reçoit notre grade, on reçoit notre commission, hein, que je te parlais tout à l'heure. Notre grade de second lieutenant, écoute, là, on est un officier dans les Forces armées canadiennes. Puis, j'avais des collègues qui avaient terminé le cours avec moi qui disaient à l'époque... tu sais, moi, un jour, je vais être commandant de l'armée canadienne. Tu sais, un jour, je vais être général, tu sais. Puis c'est drôle, hein. Moi, j'ai jamais dit ça à cette époque-là. Non, mais c'est ce que je me souviens que tu m'avais dit, justement, à ce dîner-là, ouais. Tu sais, l'ambition, il faut en avoir. Il faut en avoir, c'est sûr, là, parce que à mesure qu'on monte dans les grades, là, ça devient très exigeant, là, pour nos vies personnelles, nos vies professionnelles. Alors, quelque part, si tu as pas le goût de gravir les échelons, ça marchera pas. Bon. Mais si tu as le goût ou le désir, je pense que l'ambition doit être calibrée parce que les choses arrivent pas nécessairement comme tu le désires. Puis parfois, c'est dû à des facteurs dont tu as aucun contrôle. Et là, à ce moment-là, pour finir mon histoire de mes collègues qui pensaient être commandant de l'armée un jour puis général un jour, il n'y en a aucun, finalement, de ceux-là
qui ont accédé à ce grade. OK. Puis pourquoi? C'est parce c'est pour toutes sortes de raisons. Mais c'est de parfois, justement, c'est bien peut-être, c'est de la façon dont tu communiques. Tu sais, un jour, je vais être le commandant de l'armée, puis ça veut dire quoi aux autres autour de toi? Tu sais, est-ce que cette personne-là est prête à faire à peu près n'importe quoi pour arriver à ses fins? Puis, tu sais, l'ambition, c'est très bon, faut en avoir, mais ça peut causer beaucoup de friction dans l'organisation si tout ce qui compte dans ta carrière, c'est ton ambition personnelle. Et une chose qu'on apprend beaucoup dans les forces armées, c'est ce qui fait la force d'une organisation, c'est l'équipe. Puis c'est comment les leaders arrivent à diriger ces équipes-là, mais c'est la force de l'équipe qui va faire la différence. Fait que si toi, en raison de tes ambitions personnelles, tu sais, ça cause de la friction dans ton équipe, ben là, on n'est pas plus avancé. Fait que moi, c'est sûr que, tu sais, j'avais de l'ambition et je me suis toujours organisé pour être compétitif. Hein, quand arrive le temps de choisir des dirigeants et que les gens vont dire, ben, ça nous prend tel genre de dossier ou tel genre de compétences. Ben moi, dans le fond, le minimum que tu peux faire, c'est de t'assurer d'être compétitif. Puis compétitif, ça veut dire quoi? Ça veut dire gagner en équipe? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Non, ça veut dire de rencontrer, par exemple, les normes, les compétences nécessaires. Si, par exemple, on regarde, ben là, cette année, à chaque année, là, on fait des sélections pour ça va faire une liste de nouveaux généraux, par exemple. Mais tu sais, il va y avoir des choses comme, tu sais, pour être général, grosso modo, faut au moins que tu aies une maîtrise académique. Faut au moins que tu aies eu des postes de commandement à tel niveau. Faut que tu sois bilingue. Okay. Fait que toi, dans le fond, tu allais chercher tout ça pour t'assurer d'avoir tous les prérequis. Exactement. Pour pouvoir t'élever dans la hiérarchie. Atteindre le sommet. Ouais. Ça, c'est quelqu'un qui a de l'ambition. Ben, il va s'assurer de répondre aux prérequis, d'être compétitif. Puis c'est à peu près c'est à peu près là que ton influence va arrêter. Parce que là, mettons qu'on a besoin de 10 généraux, puis il y a 30 dossiers. Ben là, les 30 dossiers, en termes de prérequis, sont très semblables. Alors, pourquoi qu'il y en a qui vont être générales puis pas d'autres? Ben là, tu sais, ça embarque dans un autre processus. Là, puis oui, les tests psychométriques et tout ça, j'ai rien contre ça, là, mais il n'y a pas juste ça non plus. Fait que, c'est... Effectivement, puis ça fait longtemps que je veux te poser cette question-là parce que c'est pas la première entrevue qu'on fait, là, ça fait 2-3 entrevues qu'on fait ensemble, puis je veux vraiment te poser cette question-là. Pourquoi on t'a choisi, en toute humilité, là, en toute transparence, pourquoi on t'a choisi, à ton avis? Ben écoute, personnellement, moi j'ai été promu brigadier général à Kandahar. OK. Alors, je pense que je suis le seul officier canadien qui a été promu en théâtre opérationnel. Ah ouais, OK. En fait, moi j'étais à cette époque-là, j'étais le commandant adjoint des forces canadiennes à Kandahar. Et là, on parle de 2010-2011. Et moi, j'étais colonel à cette époque-là et j'étais compétitif pour être un général. Bon, je savais, mais est-ce que j'allais le devenir ou non? Comme je te dis, là, c'est pas ma décision. Comme je te disais tout à l'heure, c'est pas parce que j'avais 30 ans de service de fait que j'allais avoir le grade. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et il y avait un commandant de la 2e division, en fait, qui est le Québec. Hein, le Canada est divisé militairement en divisions sur des bases géographiques. Alors, le Québec
c'est ce qu'on appelle la 2e division de l'armée canadienne. Toutes les forces canadiennes qui sont au Québec, qui sont dans l'armée. Alors, moi, j'étais à la veille de m'en venir de Kandahar et on m'avait déjà laissé sous-entendre que j'allais rester au grade de colonel et que j'allais aller à Kingston, en Ontario, pour commander le collège de l'armée, le collège d'état-major de l'armée, OK. qui est un très beau poste. Là. Mhm. Alors, moi, j'étais content avec ça. Okay? Alors, c'est un peu comme ça qu'on se dirigeait à la fin de ma mission, là, puis tout ça. Et puis, le commandant de la 2e division de l'époque, un brigadier général, a décidé de prendre sa retraite de façon impromptue. OK. Alors là, ça crée un poste de général. Tu sais, quand je te parlais un peu d'être là au bon moment, un peu de chambon. Ouais. Alors là, dans le brouhaha que ça a créé, là, dans l'envoi des généraux puis des colonels puis les promotions, ça a créé un poste. Et là, le commandant de l'armée m'a appelé pour me demander si j'acceptais d'occuper le poste de commandant de la 2e division, un poste qui vient de se libérer. Et ça venait évidemment avec la promotion au grade de général. Wow. Alors, c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Et alors, comment tu t'es senti, Richard, quand tu as eu cet appel-là? Là, j'aimais ça, émotivement. Là, ben, écoute, j'étais à Kandahar, hein, donc dans le feu de l'action. J'étais déjà émotivement, j'étais déjà dans plein de choses. Là, c'est sûr, mon focus était sur les opérations des forces canadiennes en Afghanistan, là, c'est sûr. Mais écoute, c'est une belle marque de confiance. Tu sais, je me suis senti, comblé là au niveau professionnel, mais en même temps, c'est des gros défis là. Tu sais, la 2e division là à l'époque. C'était plus de 15 000 personnes. C'était un budget de 300 millions. Le Québec, géographiquement, c'est énorme. Là, c'est un immense territoire. Alors, c'était beaucoup de responsabilités. Mais j'ai vu ça comme une marque de confiance. J'ai répondu présent quand on m'a fait l'offre. C'est ça que je dis parfois en passant aux gens. Tu sais jamais quand est-ce que l'appel va venir. Tu sais jamais quand est-ce que l'appel va venir. Puis toi, ton travail, si tu as de l'ambition, puis si tu es professionnel, ben quand l'appel vient, peu importe quand il vient, ben si tu as bien fait ton travail de préparation puis tout ça, la réponse que tu vas pouvoir donner, c'est « J'accepte, je suis prêt ». Alors, c'est la réponse que j'ai donnée. Puis, à ton avis, quelle est la qualité, la plus grande qualité que tu crois ou peut-être qu'on te l'a mentionné aussi, mais c'est quoi la plus grande qualité qui t'a amené là? Écoute, je pense que, tu sais, je regarde les différents emplois que j'ai eus dans ma carrière, là, et j'ai souvent eu des emplois où il fallait rassembler des équipes. Il fallait créer un esprit d'équipe, rassembler des équipes. J'ai eu des emplois, par exemple, de chef d'état-major puis je travaillais pour un général. Mais un chef d'état-major, entre autres, c'est de prendre des gens plutôt disparates de toutes sortes, à Kaboul, entre autres, de toutes sortes de nations, de toutes sortes de backgrounds, de toutes sortes de, puis de spécialisation, puis arriver à faire marcher ça ensemble. Tu sais? Alors, je pense que c'était ça en toute humilité. Okay? Mais je pense que c'est quelque chose qui me dépeint. Tu sais, pour moi, l'esprit d'équipe, c'est extrêmement important. Le côté humain, extrêmement important pour moi. Alors, je pense que c'est... puis
sais, quand on choisit des cadres de haut niveau, tu sais, je dis souvent à la blague, quand tu deviens un général, ben, t'es généraliste. Ça veut dire que t'es pas un spécialiste. Donc, tu sais, moi, je dis à la blague, un spécialiste, ça sait tout sur rien, à la limite. Ouais. Puis un généraliste, ça sait rien sur tout. Surtout, c'est ça. Puis des fois, c'est difficile de quitter notre zone de confort un peu de spécialiste, là, parce que moi, j'étais un officier d'infanterie. Fait que je connaissais l'infanterie, bon, tout ça, mais je connaissais rien dans la marine, dans l'aviation, les hélicos. Bon, c'était pas ma tasse de thé. Mais quand tu deviens un généraliste dans le haut de ta chaîne hiérarchique, faut que tu sois à l'aise un peu dans tous ces domaines-là. Il faut que je te dise, ben, je te l'ai certainement déjà dit, hein, ben, moi, je prône les pratiques de gestion axées sur la confiance, sur l'humain, l'agilité, tout ça. Puis, j'avais des paradigmes par rapport aux pratiques de gestion de l'armée que je croyais très ben, en fait, c'est quand même du contrôle. Là. On s'entend qu'il y a des modèles très hiérarchiques, très ancrés, tout ça. Mais tu m'as appris à... Ben, en fait, tu m'as fait briser mes paradigmes, puis je pense qu'on doit s'en inspirer de ces modèles-là parce que derrière, ce que je réalise, puis à chaque fois que je te parle, c'est qu'il y a un côté leadership, il y a un côté humain qui ressort très fort, un peu comme les astronautes. Hein, pour, tu sais, n'est pas astronaute qui veut, là, ça prend quand même des skills, oui, techniques, l'intelligence, tout ça, même chose dans l'armée, mais ça prend aussi un côté qui est super humain, qu'on recherche aussi dans les pratiques de gestion dans les entreprises. Fait que j'aime beaucoup faire ce parallèle-là entre un haut gradé de l'armée puis un gestionnaire, un leader dans une organisation, parce que c'est les mêmes skills à la base qui sont requis. Puis là, ça m'amène à essayer de comprendre parce que, oui, les mêmes skills, mais aussi les mêmes défis. Quand tu grandis dans une organisation, ben, tu as des collègues aussi qui ont de l'ambition à côté de toi. Puis tu nous as parlé tout à l'heure de tes collègues qui disaient « Moi, je veux devenir un général ». Il s'est passé quoi une fois que toi, tu as eu cet appel-là, puis que tu as dit oui dans la suite des événements, tes collègues ils ont réagi comment? Ben, écoute, je pense que, tu sais, je te dis pas là que le système des forces canadiennes de choix des cadres est parfait, là. Mais tu sais, on se connaît tout le monde, là. Moi, j'ai fait 30 ans dans les forces avant d'avoir ce grade-là, là, tu sais. Fait que tout le monde se connaît. On a toute une petite idée quelque part, tu sais, des gens qui ont le potentiel d'accéder au grade de général. Puis, comme je te dis, il y en a qui l'obtiennent, il y en a qui l'obtiennent pas. Mais généralement, quand les gens obtiennent le grade de général, il n'y a pas de grande surprise là, chez les collègues. Tu sais, les gens disent, bon, on est bien conscient là, de l'aspect le temps, être là au bon moment, l'environnement. Tu sais, bon, on est bien conscient de ça. Mais généralement, là, souvent, tu sais, comme par exemple, mon régiment, les gens de mon régiment étaient très contents d'avoir un nouveau général au sein des forces canadiennes qui était issu du régiment. Là, tu sais. Donc, tu sais, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Puis les gens, d'abord, ils voient ta feuille de route. Ceux qui te connaissent moins, ils regardent ta feuille de route puis ils disent, bon, ben, écoutons, on peut comprendre pourquoi là. Cette personne-là est rendue à ce grade-là. Tu sais, des fois, c'est pas une critique, là. C'est intéressant de voir parfois dans les entreprises comment on nomme les dirigeants. Et tu sais, en tout cas, dans les forces, il y a beaucoup d'étapes à passer. Il y a beaucoup, tu sais, au niveau académique, au niveau professionnel, au niveau opération. On disait, il y a comme plusieurs petites boîtes à cocher, là, en termes d'expérience avant d'être un dossier dans la pile, là, tu sais. Fait que donc, c'est à peu près ça, là. Tu sais, je pense que c'était bien accepté. Et puis, tu sais, en fait, au Québec, je te parlais de la 2e division. En fait, il y a un général des forces régulières au Québec. Alors, tu sais, les autres sont ailleurs au Canada. Mes patrons étaient à Ottawa. Alors, tu as beaucoup de
t'as beaucoup d'espace de manœuvre. Là. Mais tu sais, tu parlais de l'aspect humain. Est-ce que je pourrais revenir un petit peu là-dessus? Oui, ben oui, vas-y. Tu sais, les gens, tu disais, tu avais un peu peut-être de préjugés envers les forces canadiennes. Là. Ouais. Ça existe, là. Je demande déjà, d'ailleurs, aux gens de les exprimer. Tu sais, là, j'enseigne à l'université, puis je le cache pas que j'étais militaire, voyons donc. Mais je dis aux gens, écoutez, si vous avez des préjugés envers les militaires, dites-les, là, on va parler de ça, on va régler ça, parce que c'est normal. Tout le monde a des préjugés sur d'autres professions, puis mais tu sais, souvent, moi, je me suis fait dire, ah ben toi, Richard, c'était facile, t'as rien qu'à donner des ordres. Hein, les gens t'obéissent. T'as tellement une pyramide pointue que quand tu es en haut de la pyramide, ben tu donnes des ordres à ceux qui sont en bas, puis ça va arriver. Ben, tu sais, on pourrait dire la même chose au gouvernement, dans les ministères, ben je suis plus haut que toi dans la chaîne hiérarchique, fait que tu vas m'obéir. Bon, ça marche, ça, tu sais, ça va c'est parce marcher. que c'est un pouvoir conféré. Exact. Les gens vont t'obéir, mais pas plus. C'est ça, exactement. Parce qu'ils sont obligés, comme quand on se fait arrêter par la police, il y a un pouvoir conféré de m'arrêter, ben, si. Bon. Fait que c'est pour ça que je parle souvent tu sais, d'un petit modèle que j'ai mis au point avec trois, tu sais, il y a trois domaines dans ce que nous, on appelle dans les forces être un bon commandant. Un commandant, c'est quelqu'un qui est responsable de personnes, puis de budget, puis tout ça. Puis ça peut être plus petit, là. Tu sais, il y a des commandants qui commandent 9 personnes. C'est un commandant pareil. Il y a des commandants le général qui dirige les forces armées. Ben, il dirige plus de 100 000 personnes. C'est un commandant aussi. Uh-huh. Puis comment on fait pour être un commandant optimal? Ben, tu sais, on parlait de l'autorité tout à l'heure. Tu sais, l'autorité, c'est ça. C'est quand tu regardes un organigramme et que tu vois que quelqu'un est en haut d'un autre, ben l'autorité légitime permet à cette personne-là de, par exemple, donner des ordres aux gens qui sont en bas ou donner des directives ou tout ça. Bon, ça, c'est important, c'est sûr. Mais il n'y a pas juste ça. Tu sais, il y a tout l'aspect gestion. Il faut que tu aies des bonnes compétences de gestion, donc des sciences de la gestion qui s'apprennent. Et l'aspect le plus important pour moi, c'est le leadership. Mm-hmm. Tu sais, des fois, je vais dire à des gens, moi, je rentre dans ton bureau là, de cadre, là, puis je vois là, au mur, tu as une belle maîtrise en administration publique. Là. C'est important, là, on met ça sur le mur. Là, tu sais, ça veut dire de quoi? Mais là, je dis, qu'est-ce que ça me dit sur ton leadership? Cette maîtrise-là, qu'est-ce que ça me dit? Tu sais, souvent, on va entendre des gens qui sont en recherche de cadre. Tu sais, où il faut faire une relève là impromptue, quelqu'un tombe malade, qui tu vas prendre? Ah, je vais prendre lui ou elle, regarde, elle a une maîtrise. OK. C'est pas de même ça me dit quoi, ça? C'est important, là, je dis pas que c'est pas important. Mais ça me dit quoi en termes de leadership? Tu sais, des fois, je fais le parallèle. En Afghanistan, moi, j'ai rencontré des leaders très efficaces qui savaient pas écrire leur nom. Mm-hmm. Au Québec, là, comment ça se peut qu'un leader soit pas capable d'écrire son nom? Mais non, mais c'est parce que c'est pas la même chose, le leadership puis la gestion puis tout ça. Puis ça prend le mélange des trois pour être un bon commandant. L'autorité, la gestion puis le leadership. Mm. Puis tu sais, là, on peut avoir un grand débat, ça prend-tu le leadership? On pourrait avoir un grand débat. Ah oui, effectivement, puis ça fait partie de vos services là, chez Doutimous. On en reparlera tout à l'heure, mais ça. Je ne veux pas passer à côté, Richard, de quelque chose qui est important pour moi parce que il y a des paradigmes, puis on est conditionné comme société à se dire qu'on est meilleur quand on est au sommet. Puis ça nourrit quelque chose en nous. La petite personne en nous, le petit Richard, la petite Vicky, le petit enfant en nous qui a des ambitions quand il est petit, dans sa famille, c'est valorisé. Puis moi, j'ai vu beaucoup de gestionnaires, puis j'ai constaté aussi récemment en parlant avec les dirigeants, tout ça, que ce paradigme-là est très ancré dans nos sociétés. Puis j'ai l'impression qu'il y a des gens qui veulent gravir les échelons parce que ça vient nourrir
un petit être à l'intérieur qu'on a envie de valoriser. Je ne sais pas si ça résonne chez toi, mais est-ce que c'était quelque chose que tu aspirais depuis ta tendre enfance? Est-ce que ça a-tu nourri quelque chose ou pour toi, ça n'a rien changé? Personnellement, là, je comprends ton point, là, puis oui, on en voit des gens comme ça là, qui aspirent à monter les échelons, mais à mon avis, bien personnel, pas nécessairement pour les bonnes raisons. Mm-hmm. Moi, je trouve qu'une belle qualité chez quelqu'un qui est haut dans les échelons, c'est l'humilité. Et puis, dans le fond, tu es aussi bon que les succès de ton équipe. Mm-hmm. Souvent, moi, j'ai entendu dans les postes, quand on avait des succès avec une équipe quelconque, c'était la faute de l'équipe. Quand on a des problèmes, des échecs, c'est la faute du chef. Du leader. Ouais. C'est dur, ça, faire ça, parce que c'est sûr que personne n'aime ça échouer. Hein? Personne n'aime ça. Et puis, des échecs dans le monde militaire, on fera jamais faillite, là, les forces canadiennes. C'est pas ça l'échec, là. Ouais. Mais on peut perdre des soldats, on peut perdre des missions, des objectifs. Ça a un impact sur le standing international du Canada. C'est quand même pas rien, là. Alors, écoute, il y a personne qui est à l'aise avec l'échec, c'est normal. Mais puis on se dit souvent, quelque chose qui est relié avec ce que tu viens de dire, c'est le droit à l'erreur. Mm-hmm. Fait que quelqu'un qui monte en hiérarchie parce qu'il veut monter encore plus, c'est quoi qu'il fera pas? Il fera pas d'erreur ou il va essayer de pas faire d'erreur. La meilleure façon de pas faire d'erreur, c'est de pas faire grand-chose. Mm-hmm. Fait que c'est ça un peu là, le dilemme. Ouais. Oui, tout à fait. Serais-tu le même Richard si tu n'avais pas été brigadier général? Aujourd'hui, tu es retraité de l'armée, mais serais-tu la même personne? Je pense que oui. Franchement, je pense que oui. Tu sais, j'ai de très bons collègues, amis, dont notre relation n'a pas changé. Mm-hmm. Qui, eux, par exemple, ont pas nécessairement atteint ce grade-là. Et tu sais, moi, ça n'a rien changé dans notre relation. Puis je serais le même bonhomme, là. Mm-hmm. C'est sûr qu'il y a des... Tu sais, avec l'obtention de grade comme ça rejaillit quelque part, dans ton CV, ça te donne l'opportunité d'occuper des postes de plus haute responsabilité. La notoriété. La notoriété. Tu travailles plus au niveau stratégique, évidemment, des organisations. C'est pour ça qu'on te nomme, d'ailleurs. Ouais. C'est parce que là, il faut quitter notre petite zone de confiance de l'infanterie, par exemple. Tu vas t'en aller travailler au niveau stratégique. Alors, donc, ça t'ouvre les horizons. Mais, tu sais... je te parlais des 22, là, les gens du Royal 22e Régiment, les 22 qu'on s'appelle entre nous. Là. Les 22. Les 22. On est reconnu dans le monde comme ça aussi, hein, okay. les 22. À notre retraite, là, il y a des petits groupes d'anciens qui se réunissent quelque part, une fois par mois, tout le kit, de tout grade. OK. Puis moi, un de mes bonheurs, je pourrais dire comme ça, c'est que je suis invité. Même si j'étais général, tu comprends? Ouais. Je suis encore partie de la gang. Parce qu'il y en a qui atteignent des grades supérieurs, sont partis dans la stratosphère puis ils reconnaissent plus personne autour d'eux autres. Là. OK. Tu sais, mais moi, je suis encore parti de cette gang-là. Puis là, écoute, il y a des... Tu sais, tu parlais des grades. J'ai des collègues, amis qui étaient capitaines, majors, peu importe, là. Mais je suis là. Fait que dans le fond, c'est informel tout ça, mais c'est un indicateur que le Richard est resté Richard, en fait. Oui. Ben, en tout cas, moi, je pose la question parce que là, on est dans l'entrevue, mais tu sais,
Je connais très bien la réponse parce que t'es d'une accessibilité, tu sais, c'est fun. Moi, j'ai jamais senti le standing que tu peux te prendre parce que tu as eu une fonction de haut gradé. Au contraire, tu sais, t'es un bon vivant, très sociable, très humain, très friendly. Ouais. Puis quand je te dis, tu sais, des fois, il faut savoir s'entourer. Parce que ça, c'est mon style de caractère. Mais des fois, il faut être peut-être un peu plus, tu sais, by the book, let's go, le kit. Fait que dans ton équipe, parce que là, à un moment donné, faut se connaître, puis tu sais, personne n'est parfait, là. Tout le monde a des lacunes, tout le monde. Bon, alors là, c'est de savoir ça, puis de dire, ben moi, à cause de mon tempérament, plutôt bon vivant, très axé sur l'humain, puis tout ça, ben parfois, il faut être axé, tu sais, plus rationnel, puis tout ça. Alors là, c'est quand arrive le temps de s'entourer pour faire ton équipe de commandement, ben là, il faut que tu t'entoures des gens qui vont venir te balancer pour que la grande organisation soit pas toute d'un bord ou toute de l'autre, tu sais. Mais non, alors moi, c'est comme ça, ça tu sais, je pense, tu sais, là, je regarde ce que je fais maintenant, j'enseigne, tu sais, que peu importe le grade que j'ai eu à la fin de ma carrière, je crois pas que ça aurait un gros impact sur mes tâches d'enseignement, tu sais, parce que là, quand on tombe dans un autre monde, faut se redéfinir, faut se réinventer. Mm-hmm. Nos grades, nos médailles, tout ça, écoute, là, dans le monde académique, par exemple, tu sais, je veux dire, c'est pas à cause de ça que tu vas nécessairement obtenir des postes, tu sais. Fait qu'il faut se réinventer aussi, là, après tout ça. Comme je te parlais un peu au départ, il y a un après. Puis peu importe le niveau que tu vas obtenir dans l'échelon de ton organisation, tu resteras pas là en permanence. Il y a un après. Mais tu sais, parfois, tantôt, on parlait d'ambition, puis qu'est-ce que je veux faire pour monter là, puis le kit. Quand ta priorité, là, c'est ton avancement personnel, souvent, ça a un impact sur ce qui est autour de toi. Et quand tu as eu ton poste, et que tu es content, puis que tu parlais de ton ego tout à l'heure, ton content est super heureux, ton ego super heureux, puis le kit, bon, je l'ai eu. Après 2 ans, 3 ans, quand on va te dire, Richard, merci beaucoup pour ton service, mais il est rendu le temps de te remplacer, c'est quoi qui reste? Il te reste toi. Toi ouais, et... Puis ton autour, là, comment c'est maintenant? Ouais. Puis si tu avais un conseil à donner justement à ces gens-là qui que tu as un peu répondu, mais qui avaient l'ambition exprimée là, de devenir généraux, si tu avais un conseil à leur redonner, je sais pas moi, 20, 25 ans plus tard, je sais pas combien d'années plus tard, mais si tu avais la chance de revenir dans le temps puis leur donner un conseil, lequel leur donnerais-tu? Ben, tu sais, ça revient un peu à l'humilité, là. L'humilité. Tu sais, l'humilité, puis, tu sais, dans le fond, comme je te disais, là, Vicky, si j'avais pas eu d'ambition, j'aurais pas été là non plus, tu sais. Alors, comme je te dis, il faut avoir une ambition, mais qui est mesurée, qui est pas contre-productive pour l'équipe qui t'entoure. Et c'est de s'assurer de travailler sur les prérequis qui sont nécessaires à ton avancement. Parce qu'il y a des gens très rapidement dans leur carrière qui vont dire non, moi je suis pas intéressé par ça. Pour toutes sortes de raisons. Bon, ben, c'est correct. C'est correct. Là, il y a des gens qui vont dire ben moi, tu sais, il faut que tu dises quelque part, ben oui, je suis intéressé. Si vous voulez me donner des promotions, des responsabilités, je suis intéressé. Je suis prêt à le faire. Ça, c'est sûr que c'est un signal que tu envoies. Mais maintenant, quand tu dis que tu es prêt à le faire, ben il faut que tu rencontres les prérequis aussi, là. Alors, tu sais,
Je pense que le travail, c'est de signifier qu'on est prêt à le faire, qu'on a le désir de le faire. Parce que ça arrive parfois, on voit ça des fois dans des organisations où des gens obtiennent des postes de contrôle, de commandement ou de direction qui sont pas intéressés par tout, Ils veulent pas. Ils le prennent à reculons, ouais. Ils prennent à reculons, puis ça, ça paraît tout de suite. Là. Ouais. Bon. Mais une fois que tu as dit, tu as exprimé ton intention, là, tu travailles sur bon, qu'est-ce que ça prend comme prérequis? Parce que des fois, là, c'est à longue haleine. Faire une maîtrise, tu fais pas ça dans 2 semaines. Devenir bilingue, tu fais pas ça dans 2 semaines. Tu sais, bon, ça dépend des prérequis qui sont pour que quand l'appel arrive, tu sais pas s'il va arriver l'appel. Mais quand l'appel arrive, la réponse que tu dois donner, c'est « Je suis prêt et présent ». Mais je retiens une chose de ce que tu dis. Intention, intérêt. Oui, on peut avoir des intérêts personnels parce qu'on a de l'ambition, mais si les intérêts, faut quand même se poser la question, mes intentions, est-ce qu'ils sont vraiment juste sur moi ou j'ai quand même des intentions de collectivité, d'amener la valeur ajoutée pour l'équipe? Je pense que ça, c'est en tout cas, moi, si je reprends ce que tu dis, puis j'avais un conseil à en soutirer, ça serait celui-là. Attention aux intérêts personnels. Pose-toi la question, quelle place elles prennent? Fait que j'aime beaucoup cette conseil-là, finalement. Tes intérêts personnels ne doivent pas œuvrer au détriment de l'intérêt général de ton organisation. Ouais. C'est la même chose en entreprise. C'est ça. Est-ce que présentement, tu prends une décision pour tes intérêts personnels ou tu les prends pour l'entreprise? Si tu penses à l'entreprise, est-ce que c'est la meilleure décision? C'est un peu la même chose. Dans des sphères haut gradées comme ça, tu penses pour l'armée et non pas pour tes intérêts personnels. Écoute, j'ai une multitude de questions. Il va falloir qu'on fasse une prise 2 à la prochaine saison, mais je veux quand même parler parce que quand on s'est rencontrés, je voulais savoir avec Douchimus, vous faisiez, je ne sais pas si vous le faites encore, peut-être avec la pandémie, vous n'avez pas pu le faire, mais on s'était rencontrés dans le cadre d'un événement sur les plaines d'Abraham où toi et tes deux confrères chez deux copropriétaires, François Lafont et François Rifou. Vous nous aviez animé une séance sur le leadership en faisant référence à la bataille des plaines d'Abraham, les Français qui se sont fait conquérir par l'armée britannique. Puis il y avait toutes sortes de choses qu'on a apprises, là, mais notamment l'ego a pris beaucoup de place. Puis en tout cas, tout ça pour dire que ça a été un événement qui nous amenait à réfléchir. Tu nous as aussi donné une conférence là, sur le leadership qui était... on parle souvent du leadership, là, on l'a vu à toutes les sources, mais moi, je vais dire celle-là, ça fait partie de mes coups de cœur de conférence. Est-ce que vous le faites encore? C'est-tu un événement que vous souhaitez reproduire? Tout à fait. Là, c'est sûr que la pandémie a empêché de nous réunir parce que si j'appelle ça comme ça, on fait des choses de chez moi. C'est comme là, par exemple, on fait un peu de coaching. On a donné de la formation un peu en ligne, tout ça. Bon. Mais tu sais, notre joyau dans la couronne de Douchimus, c'est d'aller sur les plaines, sur le terrain, puis d'utiliser la bataille des plaines d'Abraham comme cadre pour discuter de bien des défis que les entrepreneurs d'aujourd'hui rencontrent. C'est incroyable comment c'est riche en leçons. Tu sais, tu parlais de l'ego. Écoute, l'ego des généraux à cette époque-là, à mon avis, a eu beaucoup, a pesé beaucoup dans l'issue de la bataille, là. Tu sais, une autre chose qui est très d'actualité pour les entreprises, c'est la relève. Bon, le plan de relève. Mais là, tu sais, on peut pas avoir un plus bel exemple. Les deux généraux sont tombés au combat cette journée-là. Là, on a vu que les Britanniques avaient un plan de relève très bien planifié et exécuté, puis pas les Français. Alors, ça a eu un impact sur... Tu sais, des fois, les gens vont vous dire la bataille des plaines, le sort du Canada, c'est réglé en 15 minutes là, après l'échange de coups de feu. Un instant, là.
c'est un peu plus compliqué que ça. Puis d'après moi, en fait, à mesure que j'analyse cette bataille-là, c'est une des raisons majeures pourquoi les Français ont perdu la bataille cette journée-là, c'est qu'il n'y avait pas un plan de relève qui tenait la route, alors que les Britanniques n'avaient un. Tu sais, alors ça, c'est des choses qu'on peut discuter avec les entrepreneurs ou les cadres ça peut être de n'importe quelle organisation, là, publique aussi. On mettra les Mais liens. là, on est sur le terrain. Ben, c'est ça, puis c'est live, là. Fait qu'on mettra les liens, Richard, dans les notes de l'épisode pour que les gens puissent aller sur votre site. Puis en même temps, je pense que les vidéos que j'avais faites avec vous autres sur le leadership, on avait parlé de mission, les commandement de mission. Le commandement, ouais. J'ai fait 4 entrevues avec vous autres, puis je pense que les 4 sont affichés sur votre site, là. Fait que c'était des petites vidéos assez courtes, mais très intenses, là. Il y en a même certaines qui ont qui ont amené l'œil. L'alarme à l'œil plutôt. J'avais une autre question. Écoute, tantôt, tu as parlé de l'Afghanistan, tu as parlé de Kaboul. Puis j'imagine que les gens, on a tous la même question. Qu'est-ce que tu en penses? Comment tu te sens aujourd'hui face à la situation? Ben, écoute, ça me marque tout ça, là. Tu sais, de voir l'issue de cette campagne militaire-là, qui s'est terminée, grosso modo, là, les images qu'on a eues là, dans une débâcle là, à l'aéroport de Kaboul, là, il y a eu des succès. Là. Bon, les avions sont partis, puis bon, tout le monde va nous dire, là, bon, il y a eu des belles choses qui se sont passées, mais quand on regarde les images, après 20 ans de conflit là-bas, pour des gens qui ont servi là-bas, c'est pas nécessairement des images de victoire. Et moi, je vais toujours me souvenir de ces vidéos-là où on voit des Afghans qui se tiennent après les roues d'un avion qui décolle parce qu'ils veulent s'en aller. C'est incroyable. Fait que, il y a beaucoup de remises en question de la part de vétérans. Tu sais, j'entends souvent, hey, à quoi ça servit? Ou ça a-tu servi à quelque chose? Ou ça a servi à rien? Je peux comprendre ce genre de questionnement-là ou ce genre de réaction-là parce qu'il y a des gens qui ont perdu des fils, des filles, des pères, des frères. Ils l'ont vécu comme ça, là. Alors, tu sais, de dire, par exemple, pourquoi mon fils est mort en Afghanistan, là? Quand tu regardes ces images-là, je peux comprendre la réaction de ces gens-là. Moi, de mon point de vue, là, tout en respectant la vie de tout le monde, parce que c'est très personnel, puis ça dépend comment tu as été touché par ce conflit-là. Pendant les 20 années qu'on était là, il y a quand même eu des améliorations qui se sont faites en Afghanistan. Tu sais, en termes tu sais, quand je suis arrivé, moi, au début des années 2000, là-bas, là, les filles n'allaient pas à l'école. Bon. Alors, ceux-là, 20 ans plus tard, ils y vont. Là, je sais pas qu'est-ce que les talibans vont faire. On n'est plus là. Mais tu sais, dans les 20 dernières années, il y a eu quand même du positif qui a été amené en Afghanistan au niveau tactique, de la sécurité. Tu sais, la mission des militaires en Afghanistan, c'était de créer un parapluie sécuritaire. Ben, on l'a fait. Tu sais, moi, j'ai jamais eu peur que Kaboul ou Kandahar tombe aux mains des talibans pendant que j'étais là. Fait que, tu sais, notre mission, c'est un peu de créer l'espace sécuritaire qui allait permettre aux dirigeants d'instaurer une gouvernance, de repartir l'économie, tu sais, de faire toutes ces choses-là. Au bout du compte, tu sais, je me souviens toujours, la mission des Canadiens à l'époque, puis des forces alliées, c'était de gagner le cœur et l'esprit de la population afghane. Gagner le cœur et l'esprit de la population afghane. Fait que dans le fond, la population, tu sais, parce qu'il n'y a pas une armée extérieure qui est venue s'emparer de l'Afghanistan. Là, les talibans, là, c'est des Afghans. Tu sais, c'est une menace qui vient de l'intérieur. Puis dans le fond, les Afghans, ils avaient le choix.
de dire, ben moi, finalement, j'ai-tu plus confiance au gouvernement central de Kaboul ou aux talibans? Là, les derniers événements nous démontrent que c'est définitivement pas le gouvernement central de Kaboul qui a remporté cette question-là, mais c'est pas nécessairement les talibans non plus, sinon les gens se bousculeraient pas à l'aéroport pour quitter le pays, là. Fait que, tu sais, c'est un peu ça le dilemme. C'est quoi qui va rester? Fait que bon, moi je pense qu'il y a eu 20 ans, pendant 20 ans, on a planté des graines qui avaient des façons autres que la violence, que l'intégrisme, tu sais, de vivre dans un pays. Si tu as 20 ans et plus et moins, tu as au moins connu ça. Tu sais. Maintenant, comment ces graines-là vont pouvoir germer sous l'autorité des talibans 2.0 qui se disent plus ouverts, plus modérés, tout ça. Moi, j'ai des gros doutes là-dessus, là, personnellement. On va voir. Mais c'est mon point de vue. Écoute, je t'écoute, là, puis je suis un peu sans mots parce que, puis, tu sais, il y a comme une émotion qui ressurgit, puis je suis même pas capable de la nommer parce que, tu sais, je sais pas qu'est-ce qu'on va apprendre de ça. Je sais pas comment ça va comment ça va se finir, mais ça va prendre une méchante, soit une résilience, une grande résilience ou un grand affront, je sais pas trop, là, mais. Tu sais, t'as 40 000 soldats canadiens qui ont tourné en Afghanistan. Tu sais, l'Afghanistan, c'était la guerre de ma génération. Mais, tu sais, il y a des gens qui ont fait des parallèles avec le Vietnam. Tu sais, les forces militaires américaines au Vietnam ont pas perdu de combat. Les Américains ont perdu la guerre quand même. Fait que c'est un peu un parallèle que tu peux faire avec l'Afghanistan. Tu sais, les militaires, on a eu des coups durs, là. Tu sais, j'ai 158 frères et sœurs d'armes qui sont pas revenus de là. Bon, c'est que ça n'a pas été facile. Mais on a remporté, là, tu sais, je veux dire, dans le sens que la sécurité, puis on a préservé le parapluie sécuritaire pendant qu'on était à Kaboul, là. Est-ce que ça empêche qu'on ait perdu la guerre? Non. Parce que la guerre, c'est beaucoup plus compliqué que la sécurité. Tu sais, il y a la gouvernance, il y a la reconstruction, il y a le développement, il y a tout ça, là. Fait que je pense que ça va être une des leçons. D'ailleurs, le président Biden le dit. Il allait mettre un terme à ces efforts-là de reconstruction de d'autres pays à notre image. Peut-être que finalement, notre modèle est pas si exportable que ça dans certains endroits. On entend souvent le mot hubris en latin. Hubris, ça veut dire l'orgueil. Les gens, les Américains, d'autres pays occidentaux, on a comme l'impression qu'on a inventé le système parfait démocratique puis qu'on peut instaurer ça facilement ailleurs. Mais là, on s'aperçoit avec la Libye, avec la Syrie, avec l'Afghanistan, avec l'Irak, que finalement, ça s'exporte pas si bien que ça, là. Fait que c'est peut-être ça la grande leçon, là. La grande leçon qu'on aurait aimé ne pas avoir à avoir. Mais écoute, merci de ce témoignage parce que on est en plein dedans, puis je pense que ça réouvre des plaies pour l'humanité, en fait, là, toute cette histoire-là. Fait que merci de nous avoir partagé ton point de vue puis comment tu vis ça en ce moment. Merci aussi de ta générosité, Richard. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi sur ces sujets-là. Tu nous en apprends beaucoup sur l'armée. Moi, j'ai appris beaucoup sur l'armée, sur le commandement. Puis juste en terminant, le paradigme, je pense, parce que moi, mon chum, c'est un ancien militaire, mais je pense que c'est la formation des soldats qui est comme toc, 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 toc. C'est très square. Je pense que, en tout cas, moi, mon paradigme venait de là. Du fait qu'on crie après les soldats, puis que je pense que c'est moins pire maintenant, mais
Puis ça fait des gens ça casse un peu les égos, puis ça fait des gens qui sont drillés. Puis fait que c'est peut-être de là notre paradigme par rapport à la gestion, mais ça, avec nos échanges, ça a mis un baume sur ce paradigme-là. Puis on voit la gestion d'armée autrement est très inspirante pour la gestion de nos organisations. Fait que merci infiniment, Richard. On se revoit à la prochaine saison. Il va falloir qu'on parle d'un autre sujet. Ça va me faire plaisir. Puis je vais te souhaiter un bon succès là, dans tes projets que j'aime beaucoup. Vraiment bon vent. Ah, merci Richard, c'est gentil. À la prochaine. À bientôt. Bye bye. OK. C'est bon. Salut.